Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CB500 de 2002. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, une fois de plus, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous présenter une moto quasi légendaire. Je pense que vous êtes très nombreux sur cette chaîne à connaître cette machine, car si vous avez à peu près le même âge que moi, c'est sur cette moto que vous avez appris à conduire à l'auto-école. Donc on est, je le rappelle, sur la Honda CB500 de 2002. Alors cette génération de CB500 n'a esthétiquement pas grand chose à voir avec le modèle actuellement en vente. Il y a 20 ans, c'était une moto beaucoup plus petite et aussi avec un look qu'on considérerait maintenant quasiment néo-rétro ou vintage. Aujourd'hui, je teste le modèle donc de 2002, c'est-à-dire une des dernières années de production pour cette machine. À l'époque, cette CB500, c'était, on va dire, la moto utilitaire par excellence. Et en même temps, c'était une machine qui était très polyvalente, utilisable par n'importe qui au quotidien et aussi un peu sportive, car elle avait à l'époque la plus grosse puissance dans cette catégorie 500. C'était une catégorie à l'époque très concurrentielle. Si vous regardez, à l'époque, il y avait la Suzuki GSE 500, la Kawasaki ER5, qui sont très proches esthétiquement avec cette CB 500. Honda se différenciait surtout par la motorisation qui était un peu plus puissante que ses concurrentes. On est sur un bicylindre en ligne à double arbre à cam en tête, alimenté par carburateur. Et celui-ci délivre 58 chevaux, là où ses rivales en faisaient une petite cinquantaine. Donc aujourd'hui, je suis sur une machine qu'on peut déjà considérer comme une young timer. Et en plus, j'ai le privilège de la tester quasiment en configuration origine. C'est extrêmement rare, vu que c'est une machine qui était très souvent modifiée et personnalisée. Aujourd'hui, les seules modifications sont au niveau esthétique, dirons-nous. On a déjà cette petite bulle bleue devant moi de la marque Puig. On a aussi les deux poignées qui ont été remplacées par un modèle en alu bleu. Et on a la selle qui a été remplacée par un modèle confort. Sinon, pour le reste, tout est d'origine, y compris l'échappement. Et ça, c'est vraiment extrêmement rare sur cette machine, vu que c'est une pièce qui est assez de mauvaise qualité d'origine et qui vieillit très mal. Aujourd'hui, elle est quasi en parfait état. Donc comme je le disais à l'époque, c'était vraiment une machine bonne à tout faire. Et c'est pour ça qu'on l'a retrouvée aussi fréquemment dans les auto-écoles. Là, je suis en ville, je conduis cette machine depuis environ 5 minutes et je la maîtrise déjà comme si je la connaissais depuis toujours. On est sur une position de conduite vraiment très classique. Déjà, la hauteur de selle est assez basse. Du haut de mon 1m70 m, j'arrive à toucher le sol des deux côtés sans difficulté, alors que la selle confort aujourd'hui élargit un petit peu l'assise et la rehausse très légèrement. La position est droite, le guidon juste à la bonne largeur. Par contre, j'ai oublié de vous dire que cette moto a un tout petit rehausseur de guidon. Il est environ 2 cm plus haut actuellement qu'à la normale. Dans ce rond-point, ça se penche sans la moindre difficulté. On est quasiment au niveau de facilité d'une 125. Et d'ailleurs, quand on regarde la monte de pneus, c'est des pneus très fins. À l'époque, toutes les 500 de cette génération étaient avec des pneus comme ça. C'est du 17 pouces en 110 à l'avant et 130 à l'arrière. Actuellement, même des 125 auraient des pneus plus larges. Allez, j'accélère un petit peu. Avec cet échappement d'origine, la sonorité est très feutrée. J'entends plus le vent qui arrive directement sur mon casque que réellement le bruit de l'échappement. Sur cette machine, je vous le disais, on est très droit, donc on arrive à prendre les infos autour de nous sans difficulté. Et on a aussi les deux rétros d'origine qui sont suffisamment hauts pour ne pas être trop gênés par nos bras, même s'ils sont quand même visibles dans le miroir. Allez, je sors de l'agglomération, on accélère un bon coup. C'est vraiment surprenant car
je n'entends absolument pas l'échappement ou le moteur, hein. C'est juste un bourdonnement, on dira, dans le fond du bruit qui m'entoure. Ce que j'entends énormément par contre, c'est le bruit du vent. La petite bulle qui est actuellement sur la machine n'apporte absolument aucune protection, hein. C'est vraiment purement pour le style. J'arrive maintenant sur un petit virage que je vais prendre à basse vitesse. Et franchement, une fois de plus, ça se manie très facilement. Et me voilà arrivé à l'endroit pour faire le 0 à 100. Donc bien sûr, c'est une machine complètement dépourvue d'électronique, hein. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'injection, il n'y a globalement rien du tout. On est sur une machine à l'ancienne, toute simple. Je rappelle que son moteur fait 58 chevaux. Elle est donnée pour environ 200 kg lorsque le plein est fait. Et puis bah on va voir ce que ça donne au niveau de l'accélération. Allez, c'est parti les amis, let's go. Allez là, je suis vraiment extrêmement surpris par cet échappement, hein. Je sais pas si vous arrivez bien à l'entendre, mais moi c'est complètement couvert par le bruit du vent. C'est hallucinant à quel point cet échappement est discret. Maintenant, on va utiliser cet emplacement pour faire un petit demi-tour. Donc, je signale mon intention de tourner. Je tourne à fond. Et voyons si ça tourne bien. Alors là, déjà, je vois que c'est un angle exceptionnel. Je me retrouve pile au milieu de la route. Je suis même pas sur l'autre fil. Je suis au milieu de la route. Donc franchement, l'angle de braquage est génial. Et on comprend bien pourquoi cette machine était aussi plébiscitée dans une auto-école. Pour faire le lent, c'était parfait. Allez, je recommence une accélération. Et ensuite, je vais me concentrer sur le freinage. Let's go! Allez, je ralentis, frein arrière ça freine déjà plutôt bien, frein avant. Alors le frein avant a finalement pas mal de mordant, mais la sensibilité au début du freinage est un peu molle. En fait, il faut pas hésiter à tirer sur le levier. C'est assez comparable aux autres machines concurrentes de l'époque, mais c'est pas du tout le même sentiment qu'on aurait sur une machine moderne. Sur cette moto, les freins sont à disque aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et vous pouvez voir que c'est du matériel de chez Brembo. Et ce qui peut justifier aussi cette sensibilité pas terrible sur le frein, c'est le levier de frein qui n'est pas réglable en écartement. Et d'ailleurs, le levier d'embrayage n'est lui aussi pas réglable. Et ça, c'est un peu dommage. Mais malheureusement, c'est encore très fréquent, même 20 ans après, qu'il n'y ait pas ce genre d'accessoires. Je comprends vraiment qu'à l'époque les gens remplaçaient l'échappement, parce que là c'est même pas que le bruit d'origine est désagréable, c'est juste qu'on l'entend pas. C'est très bizarre comme sensation. J'ai presque l'impression d'être sur une machine électrique. Heureusement qu'il y a quand même quelques vibrations qui remontent sur le guidon et dans les cale-pieds, sinon j'aurais l'impression d'être vraiment sur une machine électrique. Alors sur cette machine, les commodos sont bien sûr extrêmement simples, comme sur la plupart des autres motos de cette époque. À gauche, on retrouve tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi la tirette pour le starter. Et sur la droite, coupe-circuit, démarreur, ainsi que le bouton pour allumer les feux, vu que ce n'était pas automatique sur cette machine. Le compteur, lui, est une fois de plus assez simple. On a deux gros compteurs à aiguille, un pour la vitesse, l'autre pour le compte-tours. Quelques petits voyants de base, comme la pression d'huile, le neutre, les clignotants et le phare. Et il y a aussi un petit voyant qui vous indique si vous avez laissé votre béquille latérale. Il n'y a pas de jauge de carburant. Et vu que c'est encore une machine à carbu, lorsque vous voulez passer en réserve, vous devez utiliser le petit robinet qui est sur le côté de la machine. Les seuls moments où j'arrive à entendre un petit peu le moteur, c'est quand je suis en ville
à 20, 30, aller jusqu'à 50 km/h. Au-delà des 50, le bruit du vent passe par-dessus le bruit de la moto. Là on va faire un petit test de souplesse, donc je suis en 3e à 20 km/h et déjà je pense avoir atteint le seuil de souplesse. Je suis à peine à 1000 tours, je ne pense pas pouvoir descendre en dessous. Ouais, c'est ça, 1500 tours, on est au seuil de souplesse, ce qui est quand même pas trop mal pour une machine en bicylindre en ligne de cette époque. Ça reste une machine rassurante et facile, efficace. Lorsque l'on veut se balader, hein, c'est vraiment tranquille. En plus, la position, je le redis, elle est vraiment pas basculée vers l'avant. Donc on se fatigue quasiment pas. On est bien sur cette machine. Alors j'arrive maintenant sur un Dodan que je vais prendre comme d'habitude à environ 30 km/h. Ouais, c'est assez ferme, c'est pas forcément très confortable. À l'avant sur cette machine on a une fourche classique qui n'est pas réglable, d'un diamètre assez faible, et à l'arrière on a encore un amortisseur de chaque côté comme ça se faisait à l'ancienne, et c'est assez raide, hein. Lorsque je descends du Dodan, c'est assez désagréable en fait. Là je vais le prendre encore à 30, et ouais, à l'arrière ça vous secoue quand même pas mal. Allez, voyons ce que ça donne cette machine dans une succession de virages. Pas oublier qu'à l'époque, dans son segment, c'était elle la plus puissante et la plus sport. Donc on se retrouve forcément au-delà des limites assez vite. Ça se bascule d'un angle à l'autre sans difficulté. Il y a vraiment que le freinage qu'il faut réapprendre à utiliser, car ça donne pas du tout les mêmes sensations que sur une machine moderne. Et avec ces pneus très très fins, ça se bascule tout seul. Ça incite aussi quand même à sortir le genou. Par contre la selle que j'ai actuellement, elle me colle un peu aux fesses, il faut dire, et donc j'ai un peu de mal à bouger. Mais franchement c'est une machine qui est assez vive, et je comprends mieux en fait pourquoi cette moto a longtemps été utilisée sur circuit. Il y avait même une coupe qui était dédiée à cette machine. Franchement on s'ennuie pas à son guidon. Le truc le plus surprenant pour la 10e fois, c'est toujours l'absence de sonorité. Cette machine est juste un fantôme, on ne l'entend pas. La boîte de vitesse fonctionne toujours aussi bien. Dans ce rond-point, ça se bascule tout seul. Ça se bascule même presque trop vite, c'est presque surprenant. Allez, je réaccélère. Le moteur prend 10 000 tours. Et vous voyez que ça marche très bien. Le problème avec cette machine, c'est que lorsqu'on l'utilise normalement, on oublie complètement qu'elle a quelques capacités sportives, hein. Et lorsqu'on commence à la titiller au-delà des 7-8 000 tours jusqu'à 10 000, là on se dit, ah ouais, finalement, il y avait quand même un petit peu de patate. C'est surprenant, on l'oublie complètement, surtout avec cet échappement inaudible. Alors qu'il y a besoin, le freinage au final il est présent, hein, mais il faut psychologiquement se souvenir de cette zone, on va dire un peu morte, avant que ça freine bien. Ouais, ce moteur c'est vraiment à deux visages, hein. On a un changement de comportement à 7000 tours. Bien que ce moteur soit assez agréable dès les bas régimes, il manque un petit peu de couple. Et donc, quand on veut vraiment avoir des bonnes accélérations, il faut rester à assez haut régime. Et on se surprend en fait sur une machine avec un look pas exubérant du tout à rouler de manière quand même assez sportive, hein. C'est finalement assez fun à conduire, hein. On va maintenant faire un passage autoroutier. Il n'y a personne et je dépasse. Donc ça, de bonnes relances lorsqu'on est une fois de plus entre 7 et 10 000. Avant, c'est pas dingue du tout. Comme je vous le disais, il n'y a aucune protection, donc là
j'en prends vraiment plein la tête et mes bras, mes jambes, tout est complètement exposé. J'ai zéro protection. Là je vais faire un test de relance, je suis à environ 115 en 6ème, j'accélère à fond. Donc 120, 130, 135, 140, et une fois de plus, c'est uniquement quand on dépasse les 7000 tours que là on sent la machine se réveiller vraiment. Sauf que malheureusement au 6ème, vous êtes déjà au-delà des limites. Donc si vous voulez faire des bonnes relances avec cette 500, il faudra absolument redescendre dans les rapports. En 6ème c'est faisable de dépasser, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Bon, clairement, même si cette machine est utilisable absolument n'importe où, et ça sans mettre en danger la mécanique, c'est pas agréable pour le conducteur de rouler sur l'autoroute. Il y a beaucoup trop de prise au vent et beaucoup trop de bruit au niveau du vent. Comme je le disais en début de test, la machine qu'on prête aujourd'hui est entièrement d'origine, et ça y compris au niveau de l'éclairage. Donc à l'avant vous voyez qu'il y a encore un gros phare rond, ce qui donne un peu un côté vintage. On a les gros clignotants de l'époque, et vous avez un phare rouge à l'arrière, assez banal, il faut l'avouer. Bon les amis, je pense qu'au niveau routier, on a vu maintenant les caractéristiques de cette machine, et je me répète encore, mais c'est tellement surprenant d'avoir une machine qui fait aussi peu de bruit. Même quand on monte dans les tours, on l'entend quasiment jamais ce moteur. C'est tellement surprenant. Enfin, maintenant, en termes d'aspect pratique, car cette machine à l'époque se voulait un utilitaire, donc elle est pratique. Vous pouvez démonter la selle, d'ailleurs c'est un système, la selle est sur bascule, c'est assez surprenant. Et en dessous vous avez un premier compartiment qui contient quelques outils qui étaient fournis avec la moto, et vous avez surtout un très grand compartiment qui permet de loger énormément de choses. C'est très profond. Perso, on ne voit plus de machines récentes qui auraient autant de place pour une machine d'un volume aussi faible. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas réellement de problème. Aujourd'hui, vous le voyez, on est avec une selle confort, et en plus, il y a une très grosse poignée de maintien pour le passager. Donc, une fois de plus, c'est faisable. La consommation de cette machine est donnée pour environ 5 litres au 100. Donc forcément, si on compare avec la CB500 actuelle, ça peut sembler beaucoup, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Je rappelle qu'il s'agit d'une machine alimentée par carbu. Donc c'est un utilitaire, c'est un petit peu sport, c'est globalement quasiment parfait pour celui qui veut l'utiliser au quotidien. Et d'ailleurs, je pense vraiment que si le prix de cette machine voit sa cote augmenter à l'heure actuelle en occasion, c'est justement parce que les gens s'aperçoivent que le modèle ancien qui a 20 ans est finalement plus pratique que le modèle neuf. Une CB500 comme j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire une des dernières produites avant qu'elle soit remplacée par la CBF500, en bon état, d'origine, comme j'ai aujourd'hui en fait, ça se négocie entre 2000 et 2500 euros, car je le rappelle, il est très difficile d'en trouver une encore en configuration d'origine. Si vous ne cherchez pas forcément à en avoir une d'origine, sachez que vous pouvez trouver à peu près la même machine avec le même kilométrage pour entre 1000 et 1500 euros. Au niveau fiabilité, cette machine a excellente réputation. Certains auraient même dépassé les 300 000 km avec ce genre de machine. D'autres ont utilisé cette moto sur circuit pendant des années sans avoir le moindre problème technique. Donc il n'y a pas vraiment de problème à acheter ça à l'heure actuelle. En plus, l'entretien ne coûte pas si cher que ça, et la plupart des pièces mécaniques sont encore disponibles. Donc finalement, que vous soyez nostalgique de la période où vous avez passé le permis il y a une vingtaine d'années comme moi, ou que vous cherchiez une machine vraiment utilisable au quotidien, cette machine répond à toutes les attentes. Elle est vraiment nickel, cette moto. Pour ceux qui auraient le permis A2, sachez que la machine est bridable à 34 chevaux pour la rendre compatible avec votre permis. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette CB500 de 2002.
Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Si vous faites partie des nombreuses personnes à avoir possédé cette machine ou à la posséder encore, dites-nous quels souvenirs elle vous a laissé, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les accessoires à privilégier et aussi quels sont les peut-être points à vérifier lors d'un éventuel achat d'occasion. Ce sera super intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait un peu de route pour me ramener cette machine. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise bien sûr que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui vous disposez d'un véhicule, que ce soit moto ou voiture, que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce format, vu que je sors des vidéos de ce type très régulièrement. Je m'en vais maintenant rendre cette machine à son propriétaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Et à tous! Un détail qui prouve aussi qu'à l'époque, les machines étaient réellement pratiques. Cette moto, comme ses concurrentes de l'époque, était disponible d'origine sans supplément avec une béquille centrale. Ce qui malheureusement n'est quasiment plus le cas sur aucune machine neuve en 2022.